Un, deux, deux. Merci Loïc. Je sais pas par où commencer, il y a déjà pas mal de sujets ce soir. Et puis en fait, ça va être assez complémentaire ce que je vais vous raconter là. Enfin, du moins, je vais essayer de faire en sorte que ce soit complémentaire. Bah, d'ailleurs, je peux peut-être commencer par me présenter. On a beaucoup entendu parler de jQuery ce soir, étonnamment. Il faut savoir que moi, quand j'ai commencé à faire du logiciel libre, mon dada, c'était de remplacer jQuery par du Vanilla.js dans les projets open source. Voilà, c'était un peu comme ça que j'ai commencé à contribuer au logiciel libre. Aujourd'hui, je suis directeur technique chez Letial. Je suis aussi le release manager d'API Platform. Donc, c'est moi qui vais taguer les nouvelles releases qui font que vos logiciels ne marchent plus. Et voilà, je suis aussi contributeur à Symfony et à pas mal d'autres choses. On va peut-être en reparler tout à l'heure. Alors, très rapidement, les Tilleuls, c'est une société de services de prestations informatiques qui a la particularité d'être organisée en société coopérative où tout le monde est associé et salarié. On fait beaucoup de choses, du dev, du consulting, etc. Et on a développé les solutions API Platform, dont je vais parler aujourd'hui, mais aussi Mercure et d'autres petites choses comme ça. Alors d'ailleurs, à propos d'API Platform, qui ici ne sait pas ce que c'est? Oh, c'est la première fois. Non, c'est pas vrai. Alors, je vais quand même repasser dessus parce que pour beaucoup d'entre vous, API Platform, c'est un composant Symfony qui est en PHP, qu'on va rajouter sur du Symfony pour permettre d'avoir des API et puis faciliter un peu les développements. Alors oui, c'est le cas, ça c'est le composant PHP. On a plus de 8000 étoiles sur GitHub, 30 millions de téléchargements. On peut voilà, étendre ou remplacer un peu tout ce qu'on veut vu que c'est du Symfony. Mais API Platform, c'est aussi tout en fait un panel d'outils qui sont mis à disposition pour construire des applications autour des API. Donc vous avez par exemple un générateur de clients qui vous permet de lire une documentation API et puis de générer du code dans tous vos frameworks préférés. Il y a un panel d'administration, un back-office qui est autogénéré par rapport à des documentations. Donc ça, c'est ultra puissant. On l'utilise souvent chez nos clients parce que ça nous fait gagner du temps. C'est basé sur React Admin, qui est un logiciel développé par qu'est-ce que j'allais dire, Marmelab, oui, c'est bon, qui sont français d'ailleurs, et qui est aussi très extensible, donc c'est vraiment très performant. Et on a aussi un générateur de classes PHP qui peut permettre de scaffold, je sais pas, de générer un peu des templates par rapport à des schémas. Mais on va revenir là-dessus, parce que c'est un peu compliqué. Aujourd'hui, le web, il a tendance à s'axer un peu comme ça. On a entendu beaucoup parler de headless ce soir. Donc headless, ça veut dire que vous avez cette API au centre, donc c'est très API centrique. Et autour de ça, vous allez pouvoir développer les logiciels de vos montres connectées, de vos téléphones, des sites internet, etc. Sauf que ce qu'on a tendance à oublier aussi, c'est que les API sont souvent interconnectés entre eux. Et pour ça, vous avez besoin d'interopérabilité. Et c'est là où API Platform va être très très fort. Pourquoi ça? Alors, qui ici ne sait pas ce que c'est le JSON LD? Alors, le JSON Linked Data, on n'en a pas trop entendu parler aujourd'hui, alors que pourtant c'est essentiel en SEO, enfin, selon mes connaissances, d'après la doc Google en tout cas. Ça va être un format JSON qui est enrichi de données qui vont permettre à Google, par exemple, ou d'autres acteurs du web, de savoir de quoi la donnée parle. Donc typiquement, si vous représentez un billet d'avion avec une date de départ, en fait, Google, en JSON LD, il va être capable de savoir que vous parlez d'un billet d'avion et pas d'un produit quelconque. Je vais vous montrer un exemple tout de suite. API Platform, il met en avant ce format par défaut. On appelle ça des formats hypermédia. Et ça va permettre notamment de documenter l'API et d'avoir de l'interopérabilité, car des API vont pouvoir mutuellement s'auto-découvrir et connaître les capacités de chacune d'elles. À quoi ça ressemble le JSON LD? Donc ça, on a un exemple ici. Et vous allez beaucoup m'entendre parler d'AIRI. Alors quand je dis AIRI, IRI, c'est en fait des URL, d'accord? Donc ça ressemble à /books là, ou peu importe.
vous allez voir qu'il y a beaucoup d'avantages à ça. API Platform propose aussi plein d'autres formats, comme JSON API, GraphQL, etc. Va documenter l'API, donc OpenAPI, on en a beaucoup qui connaissent et qui l'utilisent, mais API Platform, à la base, il documente les API avec Hydra, qui est juste une extension de JSON LD, et qui fait exactement la même chose qu'OpenAPI. C'est juste que ça a été développé par des académiciens, des gens des universités, alors qu'OpenAPI, ça a été plus développé par des gens qui font du JS. C'est une blague. Pour installer API Platform, et j'ai déjà donné des conférences dans des publics qui ne codent pas beaucoup, et c'est très accessible en fait. Vous téléchargez API Platform, vous lancez Docker Compose Up, là il faut l'avoir installé, hein. Vous ouvrez HTTPS localhost et vous êtes prêt à développer votre API. Aujourd'hui, FrankenPHP, c'est ce qui va propulser API Platform par défaut. C'est comment je peux expliquer ça rapidement? On a embarqué le langage PHP dans un serveur web, et ce qui fait qu'on a un peu simplifié la maintenance de ces serveurs web pour le futur, on espère. Et du coup, ça fait depuis maintenant 2-3 mois que c'est par défaut quand vous démarrez un projet avec API Platform. Voilà, je préférais le mentionner, c'est sorti en stable depuis 2-3 mois. Alors, pour continuer, API Platform, depuis la version 3, a décidé de mettre en place un calendrier de release. Un peu comme fait Symfony, on va dire tous les 6 mois, on sort une mineure, même si c'est pas prêt. Et tous les 2 ans, on sort une majeure. Donc ça va être vraiment bien parce que ça va nous permettre de vous proposer des mises à jour continuellement et en même temps de garantir qu'il y a des choses qui sortent pour pas se retrouver comme ça a été le cas pour la 2.7 où en fait on a une version 2 qui a duré pendant 2 ans, 3 ans. Et du coup, c'était très compliqué ensuite de proposer des nouvelles fonctionnalités sans pour autant casser la rétrocompatibilité et faire que maintenant, les gens qui sont un peu bloqués dans ces vieilles versions, ils peinent à progresser. Donc ça, on ne voulait plus que ça arrive. Et du coup, on en est à la version 3.2, même 3.3, qui est sortie il y a 3 semaines. Et on envisage une version 4 et une version 3.4 en septembre de cette année. D'accord ? Vous allez voir. Maintenant, je vais vous présenter un peu les nouveautés qu'il y a eu en API Platform 3.2, en API Platform 3.3, et on va voir un petit peu quel est le futur pour API Platform dans ces dernières versions. On va aussi parler de Silus, vous inquiétez pas. En 3.2, déjà, il y avait quelque chose qui était un peu embêtant, c'est qu'on se basait sur des informations de la requête pour décider si, pour une ressource donnée, il fallait qu'on lise la donnée en base de données, oui ou non. Et ça, il y a des cas d'usage où vous aviez besoin de lire quand même la donnée, alors que API Platform avait décidé que ce n'était pas nécessaire. Et on ne pouvait pas vraiment forcer ce genre d'état. Donc maintenant, on peut forcer les états, et du coup, on peut forcer une lecture sur une création en poste, par exemple. On peut forcer une validation sur de la suppression. Ça, c'est quelque chose qu'on nous demande beaucoup. On vous déconseille d'utiliser des contrôleurs Symfony dans votre code. Préférez utiliser des providers et des processeurs. Si vous avez besoin d'un contrôleur, utilisez Symfony. D'accord ? Les deux fonctionnent ensemble. Et on va voir qu'on a même amélioré ça pour faciliter justement cette gestion-là. On a aussi OpenAPI 3.1. Alors là, on s'est cassé les pieds avec... du coup, si vous voyez un peu l'interface qu'il y a derrière OpenAPI, c'est souvent Swagger UI. Et ils étaient vachement en retard, ils ne voulaient pas qu'on contribue, c'était un peu compliqué, il fallait tout refactorer en React.js, bon, des devs front-end. Mais je suis aussi dev front-end de base. Hein. J'ai beaucoup aimé ce que tu as dit tout à l'heure, parce que c'est vrai que j'ai commencé par du front. On a beaucoup amélioré la documentation, et vous pouvez tester en live dans votre navigateur sans rien installer, vous pouvez tester API Platform. Ça tourne avec du WebAssembly, on émule PHP en fait dans le navigateur, et on vous permet de tester, ça va être du code qui est commenté, où on vous explique un petit peu tout ce que ça fait. Donc voilà, c'est assez amusant. API Platform 3.3, donc qui est sorti là il y a 3 semaines, je crois, propose des nouveaux attributs pour gérer vos paramètres. On a
Je ne sais pas si ça a vraiment été une volonté de notre part, s'il y a une certaine page de la documentation que personne ne lit, mais qui est super importante, qui s'appelle General Consideration, General Design Consideration, où on vous recommande une approche de design d'API. Personne ne lit cette page, lisez-la. Et pourquoi je dis ça, c'est qu'en fait, API Platform va beaucoup être utilisé en mode RAD, donc en mode Rapid Application Development. Vous avez vos tables de base de données, vous les émulez dans des classes qu'on appelle des entités avec doctrine, puis derrière, vous apposez une API ressource et puis terminé, ça marche. Mais ça, c'est bien pour faire du prototype, pour avancer vite, pour faire des choses qui marchent. Par-dessus ça, on avait des filtres, mais les filtres sont très liés justement à cette base de données, à comment ça fonctionne. Et du coup, on avait des difficultés à faire pas mal de choses au niveau des paramètres de requête ou des paramètres d'entête. Et pour simplifier ça, on vous a apporté des nouveaux attributs, query parameters et IDER parameters, qui se lient avec les filtres, mais qui ne sont pas obligés d'être liés à un filtre doctrine et qui peuvent fonctionner un peu indépendamment. Donc, il y a de la documentation là-dessus, bien entendu, sur le site. Ça, c'est aussi un petit oubli, je pense, enfin, pas vraiment un oubli, mais dans API Platform, vous pouvez configurer les entêtes de cache sur vos ressources, mais vous ne pouviez pas configurer juste des entêtes. Donc, on a rajouté. Voilà, donc là, vous avez un exemple ici, on a mis un entête location qui va faire une redirection. Et vous pouvez toujours configurer les défauts. Donc là, par exemple, si vous voulez que toutes vos ressources elles répondent avec un nom d'API dans les entêtes, vous mettez ça dans la configuration et ça fonctionne. Alors, Loïc a rapidement parlé de Mercure tout à l'heure. Mercure, c'est un de nos projets ouverts qui a aussi donné lieu à une RFC. Alors, je ne sais pas si vous voyez ça, mais sur Internet, quand on veut proposer des standards ou des choses comme ça, il faut écrire des documents qu'on propose à l'IETF. Donc, l'IETF, c'est la Internet Engineer Task Force. Donc, c'est ceux qui gèrent un peu Internet. Et du coup, la Mercure, on l'a proposé comme standard du web. Et ce Mercure-là permet de dispatcher en fait des mises à jour en temps réel à vos utilisateurs connectés. Ça va pour ça? Dans API Platform, c'est un peu automatique. Dès que vous mettez une ressource à jour, on va propager la mise à jour à tous vos clients. Sauf que des fois, vous voulez configurer quel topic est mis à jour. Et du coup, on a apporté un nouveau get opération ici qui vous permet un peu de configurer ça. Et vous allez voir à quoi ça sert un petit peu plus tard. Il y a eu plein d'autres modifications, je ne vais pas toutes les faire. On a la possibilité de mettre un attribut security sur des liens qui sont faits automatiquement. Les formats sont requis dans la configuration, ce n'était pas le cas avant, mais du coup, nous, on va désactiver le JSON en 4. On a trop de problèmes de gens qui viennent utiliser API Platform avec le format JSON et on préférait qu'ils utilisent JSON LD. Donc du coup, on va mettre que JSON LD par défaut, et JSON, vous pourrez toujours l'activer si vous voulez, mais on ne le recommande pas. On a plein de classes qui sont dépréciées, donc là je vous ai mis la liste rapidement, elles ont été déplacées là-dedans. Pourquoi? Parce que on a splitté tout API Platform sous forme de composants, qu'on en a vraiment beaucoup, Et ça va vous permettre, par exemple, d'utiliser que la gestion de schéma JSON. Donc, typiquement, dans la conférence tout à l'heure où on se basait sur la documentation OpenAPI, on pourrait avoir un Silus ou n'importe quelle symphonie, on installe juste OpenAPI JSON LD, on lui donne un petit peu ce qu'il faut à manger, et hop, on aura une documentation OpenAPI sans avoir tout le reste d'API Platform. Pourquoi est-ce que c'était important pour nous ça? C'est qu'en version 4 d'API Platform, on veut que les utilisateurs de Laravel puissent aussi avoir accès à API Platform et développer dessus. Donc ça va être une des principales nouveautés en version 4. Je l'avais un peu annoncé déjà dans plusieurs de mes conférences, qu'on va supporter du coup Laravel. On aura des améliorations sur les enums, on va enlever beaucoup de dépréciation. Alors ça va me faire plaisir, vous ne pouvez pas savoir comment j'ai hâte de juste... tout enlever. Et on va passer cette configuration à faux. Alors cette configuration, c'est un peu compliqué à comprendre, mais de base, API Platform, il fonctionne sous base d'écouteurs d'événements dans le kernel Symfony. Il se branche à différents moments. Et on est un peu revenu en arrière parce que pour la compatibilité Laravel, déjà, on devait
avoir plein de composants comme ça pour pouvoir les installer dans Laravel, et qu'en fait Laravel ne dépende pas de Symfony, parce que vu que API Platform est construit par-dessus Symfony, il y a un petit peu un impact, d'ailleurs il doit être là le composant, du coup celui-là il n'y sera pas, logique. Et en plus de ça, dans Laravel, ça fonctionne avec un point d'entrée qui est un contrôleur, et du coup on a trouvé une manière de rendre ça possible sans trop changer de code. Et du coup, ça sous-entend qu'il faudra pouvoir désactiver les écouteurs d'événements de Symfony. Alors, si vous utilisez des contrôleurs avec API Platform, même si on recommande de ne pas le faire, vous pouvez laisser cette configuration à vrai et ça va toujours fonctionner. Vos écouteurs d'événements vont toujours fonctionner, etc. Mais si vous ne le faites pas, laissez cette configuration à faux, c'est très bien. Je pourrais rentrer plus dans le détail, vous venez me voir si ça vous intéresse. Alors, on a pas mal entendu parler de Silus aujourd'hui. Et je sais que vous allez me poser la question, oui, mais Silus, API Platform 3, ça en est où? Alors, je sais qu'il y a une branche API Platform 3 sur Silus qui est maintenue, je pense, parce que j'ai vu que les mises à jour sont propagées de leur branche là-dessus. Je ne connais pas l'état exact de ça. Et une des principales raisons, et il y a eu des questions qui ont été posées tout à l'heure aussi, c'est sur le financement et les contributions open source à Silus. Comment on fait pour travailler ensemble? Nous, c'est simple, chez les tilleuls, quand on a des besoins clients qui, en face, demandent des modifications de nos codes, de logiciels libres, que ce soit du Symfony ou du API Platform, en fait, on va prendre le temps de le faire. Et du coup, indirectement, c'est le client qui va financer ça. Là, moi, aujourd'hui, je travaille pas du tout sur du Silus, mais je pense que c'est essentiel aussi que vous qui développez avec Silus, quand vous avez des besoins clients comme ça, il faut faire remonter le code dans le logiciel libre. Et soit on fait ça, soit une autre solution, c'est qu'on lève des fonds et que vous me donnez 3 000 € pour faire la fonctionnalité dont je vais parler tout à l'heure. 3 000 €, je dis ça au hasard, hein. Mais je pense que c'est important. On a essayé de faire des levées de fonds l'année dernière pour une version LTS d'API Platform. On a reçu 10 €. On ne se rend pas compte en fait, du travail qui est effectué en logiciel libre derrière pour faire fonctionner tout ça. Et il faut qu'on trouve des moyens, soit de le financer, soit de le faire ensemble. Et d'ailleurs, ça m'amène justement à mon troisième point sur Silus. De ce que je comprends, c'est que quand vous voulez modifier des ressources d'API Platform dans Silus, vous allez faire de la configuration. Donc vous allez modifier ça avec des fichiers YAML et des fichiers XML. Et c'est un des principaux problèmes qui est remonté dans les migrations d'API Platform 2 vers 3, c'est qu'on n'a pas de moyen automatique de faire cette migration. Moi, je veux bien la coder, mais ça va me prendre 3 jours. Et 3 jours, c'est 3 000 €. On en revient à ça. Donc, du coup, je pense que API Platform 3 sera supporté, mais par contre, il va falloir que quelqu'un fasse ce travail qui est très pénible, de permettre d'avoir une solution pour que vous puissiez aussi mettre à jour tous vos clients et que vous n'ayez pas à vous retaper la configuration à la main. On peut le faire en automatique, hein, ça va marcher pour 80% des... Non, même plus que ça, 90% des cas, il n'y aura aucun problème, ça va fonctionner. Mais il faut le faire et c'est un travail très fastidieux. Et aujourd'hui, moi, je vais pas le faire gratuitement, par exemple. Alors, dernier petit sujet, peut-être un peu clivant, on en a entendu parler tout à l'heure, du problème de N+1. Et ça tombe bien parce que j'ai des slides qui en parlent. Quelque chose sur lequel API Platform 4 va encore plus s'axer au futur, et justement, beaucoup de ces mises à jour qu'on fait ou des fonctionnalités qu'on rajoute sont en lien avec ça. Ça, c'est Edge-Side APIs, c'est une architecture qu'on a pensée pour développer des API. L'idée, c'est que vous ayez des ressources qui peuvent être préconstruites, chargées dans des CDN, par exemple, et ensuite, vous allez les requêter, etc., et vous allez avoir énormément de bénéfices. Et dans cette théorie d'architecture, on conseille de ne pas faire ça. Donc de ne pas faire ce qui avait été montré tout à l'heure. Je vais vous montrer quelques exemples. Donc là, on a des ressources. Donc comme un petit peu tout à l'heure, on a décidé que récupérer des réservations pour un événement, ce n'était pas suffisant. On voulait aussi avoir le nom des gens, etc. Donc on a été
chercher un petit peu toutes les informations. Et c'est vrai que le problème du N+1, donc d'aller requêter toutes ces informations-là en plus, ben, ce n'est pas forcément une bonne pratique en développement. Sauf que vous êtes en HTTP. Et HTTP, il est hyper fort pour faire du cache. Donc, quand je vais prendre mon prochain exemple, qui est ce qu'on conseille plus de faire, là, vous voyez qu'on a exactement la même chose, sauf qu'on a juste des liens ou des ARI pour les réservations. Et du coup, je vais juste devoir aller rechercher celle-là et celle-là. Mais en fait, ce n'est pas très grave en HTTP, parce que normalement, votre navigateur, il va mettre en cache les informations. Donc, si vous le requêtez une deuxième fois, et que vous avez bien configuré les choses, tout devrait bien se passer, et vous n'allez pas non plus trop avoir de goulot d'étranglement. Qui plus est, dans notre théorie de Edge-Side APIs, on propose aussi d'utiliser la nouvelle fonctionnalité de preload, donc nouvelle, elle existe depuis un moment, je pense. Preload, ça vous permet, par exemple, vous savez que votre page HTML va charger du style, va charger des images. Donc en fait, vous les donnez en amont et vous dites, bah tiens, quand tu charges ma page HTML, en même temps, charge-moi mes images et mon CSS. Et en fait, on peut faire exactement pareil avec les ressources. Donc là, par exemple, on va pouvoir lui dire, bah pour ces réservations-là, moi je sais que tu vas devoir charger aussi cette réservation, donc en fait, on va la précharger. Et du coup, quand le navigateur, je vais vous montrer un exemple tout à l'heure, va faire son fetch, il aura déjà l'information. Et du coup, il n'y aura pas vraiment de problème de latence. Et du coup, on répète et on fait exactement pareil. Là, vous voyez bien que la personne, Olivier, elle est sous forme d'ARI, sous forme de lien, et on n'y a pas accès directement. Pour le preload, il y a aussi le code 103 early ins qui est arrivé avec HTTP et les dernières versions, donc qui permet d'aller encore plus loin là-dessus. Alors, je vais montrer un petit truc. Le problème de ça, c'est les développeurs front-end, comme d'habitude. Parce qu'ils ont la flemme. Alors, ils vont utiliser GraphQL, par exemple, qui, à mon sens, est une très mauvaise technologie pour plein de raisons. Je ne veux pas trop rentrer dans les détails. Mais du coup, là, je suis en train de sortir ça, donc je ne comptais pas vraiment vous le montrer, mais vu que ça rentre un peu dans le débat, ça peut être intéressant. Alors, petit tips, hein, plutôt que de mettre un uSleep, moi, je vais juste me mettre en phase 3G ici. L'idée ici, c'est que je vais avoir des données, un peu comme je vous ai montré, j'ai des livres. Ah ouais, le phase 3G est un peu trop rapide. Je vais mettre ça au 3G. Ici. Hop. Je vais avoir des données de livres. Donc là, j'ai chargé une collection, il y avait juste des ARI. Et ensuite, je suis allé récupérer chaque nom de livre, et à l'intérieur de chaque nom de livre, j'ai aussi des auteurs. Je vais vous montrer une ressource rapidement ici. Donc, ça va être un peu petit pour derrière, mais grosso modo, j'avais une liste un peu comme les réservations, et chaque élément est comme ça, et derrière, j'ai encore un ARI. Le code du front-end, pour ça, je vais vous le montrer, c'est une ligne de code. On a créé un espèce de décorateur de fetch qui va s'appeler LD pour Linked Data. Vous faites ça et vous lui dites tous les patterns d'URL qui ressemblent à ça. Donc ça va être c'est une spécification qui rentre dans tous les navigateurs. Hein. Bientôt URL pattern, c'est dispo. Là, je lui ai dit, si tu trouves des URL qui sont auteur/ID, ben en fait, tu vas me les précharger si j'en ai besoin. Et là, regardez ce que j'ai fait un petit peu plus bas. J'ai utilisé l'opérateur point d'interrogation, là, qui fait que si la donnée, je peux zoomer un petit peu si vous voulez, si la donnée est undefined, ben, on va avoir undefined qui s'affiche, un peu comme dans mon exemple. Par contre, du coup, dès qu'il voit que je veux y accéder, il va aller la chercher via le réseau, la ramener et vous l'afficher. Je pense qu'on manque d'outils en front-end pour que notre théorie de Edge-Side API s'applique bien. Et du coup, on va proposer aussi ça en tant qu'outil en plus autour d'API Platform. On a aussi un outil similaire avec Mercure parce qu'on voit bien que c'est pas forcément très accessible de souscrire à des mises à jour, etc. Les gens font un peu n'importe quoi. Donc on va aussi fournir des petits outils comme ça dans le futur. Assez parlé, on a une conférence en septembre, l'API Platform Con, où vraiment on rentre dans le détail de plein de sujets autour des API. Donc c'est pas que API Platform, c'est vraiment sur les API en général.
On a des super conférenciers, donc voilà, je fais un petit peu de pub. Merci à Emagma de m'avoir invité pour parler d'API Platform. J'espère qu'on a encore un petit peu de temps pour des questions. N'hésitez pas à aller nous contacter si vous voulez qu'on vous assiste, qu'on vous coach, qu'on vous dev pour vous. J'ai mis des petits liens de sponsoring parce que l'argent, c'est toujours important, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et puis voilà, merci de m'avoir écouté.